Bon, alors, bonjour tout le monde. Nous allons voir à travers ce cours euh, un autre aspect de la cryptographie et le chiffrement. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser, comme on a pu utiliser le chiffrement pour avoir le service de signature numérique, on peut aussi utiliser le chiffrement pour d'autres services. Alors ici, le service qui est visé, c'est un calcul multipartie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plusieurs parties qui vont contribuer à réaliser un calcul distribué. Donc, chacun de son côté va faire des calculs pour pouvoir arriver à une certaine finalité. Et là, le principe, c'est quoi? C'est que c'est vrai, toutes les parties vont contribuer à faire le calcul, et ce calcul, à vrai dire, souvent, il est basé sur des secrets individuels, c'est-à-dire chaque partie a son secret. Sauf que chaque partie ne veut pas divulguer son secret, et le protocole qui est mis en œuvre, ça permettra effectivement de faire collaborer ces différentes parties pour arriver à un résultat final sans pour autant divulguer le secret personnel. Et donc, de la sorte, on arrive à pouvoir collaborer et tout en gardant chacun son secret. Donc ça, c'est un peu le but qui est recherché à travers ce secret. Et d'une manière aussi réciproque, ce qu'on peut faire, c'est qu'à un moment donné, il y a un secret, et pour des raisons de sécurité, souvent, on n'a pas envie de laisser, je dirais, un secret directement à une personne ou une partie. Pourquoi? Parce que cette partie-là, ça veut dire qu'elle va détenir le secret, et elle peut en faire ce qu'elle veut par la suite. Pour avoir plus de sécurité, l'idée c'est quoi? C'est de partager le secret. Ça veut dire que le secret, on ne va pas le donner en entier à une personne. Ce secret-là, il va être distribué entre plusieurs parties. Et là, ça veut dire que chacun, il a une partie du secret, donc il ne pourra jamais divulguer le secret. Donc pour pouvoir divulguer le secret, il est obligé de faire appel à d'autres parties pour pouvoir disposer du secret. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le schéma de partage de secret. Et donc ça, c'est ce qui résume un peu je dirais, le texte qui est donné au titre de ce chapitre, qui est le calcul multipartie et le schéma de partage de secret. Et donc, euh, à travers ça, nous allons voir les différents aspects et les protocoles qui ont été mis en œuvre pour pouvoir aboutir à cette solution. Alors, comme introduction, voici un exemple qui est donné. Il y en a d'autres exemples qu'on peut citer. L'exemple simple, c'est quoi? Imaginez que ça, c'est un peu les histoires anciennes qui permettent de parler de trésors. Et en général, le trésor est souvent, je dirais, décrit par des cartes. Et donc, ça veut dire que celui qui possède la carte, il peut toujours découvrir le trésor et le prendre lui-même. Donc, un moyen de faire les choses pour qu'il n'y ait pas une seule personne qui va s'accaparer du trésor, c'est de prendre cette carte et de la décomposer en plusieurs morceaux, et chacun détient un morceau. Moralité, c'est quand tu as un seul morceau, tu ne pourras pas détecter le trésor. Pourquoi? Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est pour pouvoir localiser un peu le trésor. Donc, pour pouvoir localiser le trésor, ça veut dire que tu es obligé d'avoir un contexte je dirais, de la zone du trésor, ce qui permettra d'avoir le chemin qui mène vers le trésor. Et donc, si chacun détient juste une partie qui est infime, c'est-à-dire une petite partie, il ne pourra jamais localiser d'une manière précise le trésor, donc il ne pourra pas s'accaparer du trésor. Et donc, quand est-ce qu'il peut le faire? Donc, s'il va s'associer à un certain nombre de personnes autour de lui, ça veut dire que la carte qui est décomposée en plusieurs morceaux, il faut reconstituer la carte, mais pour reconstituer la carte, tu es obligé de faire appel
à d'autres partis, et donc qu'il y ait une collaboration avec des partis pour pouvoir reconstituer la carte, ou bien à la limite reconstituer, je dirais pas toute la carte, mais tu peux avoir une majorité de la carte. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre à partir duquel on peut reconstituer une bonne partie de la carte, ce qui nous permettra d'atteindre le trésor pour avoir sa localisation plus ou moins exacte. Donc ça, c'est un exemple classique qui est donné dans le calcul multipartie. Et donc, ça veut dire qu'il y a un secret et les gens vont prendre connaissance de secret grâce à la collaboration entre plusieurs personnes. Il y a un autre exemple, je dirais, classique aussi, qui est utilisé, c'est l'exemple lié à des puissances nucléaires. Vous savez que les puissances nucléaires qui existent à travers le monde, qui sont au nombre de 5, sinon un peu plus maintenant avec le déploiement nucléaire. Donc, les puissances nucléaires, c'est que vous avez des sites qui permettent de pouvoir déclencher des missiles nucléaires. Alors, les missiles nucléaires et atomiques posent de gros problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent causer beaucoup de dégâts et ils peuvent avoir des conséquences lourdes sur le pays, même sur l'humanité. Et donc, l'idée, c'est, à travers l'exemple, c'est quoi? C'est de dire, tiens, un exemple cité particulièrement pour les États-Unis, donc pour montrer un peu les différentes parties qui interviennent. Alors, en général, aux États-Unis, ce que vous avez le président et vous avez le vice-président et vous avez le secrétaire d'État à la Défense, qui est l'équivalent du ministre de la Défense, et vous avez en général un général ou un militaire qui, lui, c'est le commandant du site nucléaire. Alors, l'idée, c'est quoi? On s'aperçoit qu'il est très dangereux de laisser, je dirais, le code nucléaire chez une seule personne, et donc il va prendre la décision tout seul. Donc, éviter qu'une seule personne puisse prendre la décision, on peut décider de dire que la décision ne peut être prise que s'il y a, par exemple, 2 personnes dans ce système, je dirais, de décision, qui est composé du président, du vice-président, du secrétaire d'État à la Défense et du général qui s'occupe de tout ce qui est nucléaire. Et donc, pour pouvoir le mettre en place, ça veut dire qu'on va mettre le même schéma, je dirais, de partage de secrets. Donc, au lieu de donner le secret à uniquement le général ou uniquement le président, ce secret il va être partagé entre ces 4 individus. Et donc, ça veut dire que quand le secret est partagé entre ces individus, on est sûr qu'aucune personne ne peut prendre la décision d'une attaque militaire nucléaire tout seul. Ça veut dire qu'il est obligé de s'associer à au moins une deuxième personne, une troisième personne, pour pouvoir réaliser, je dirais, l'attaque nucléaire. Et de la sorte, on est sûr que la décision, elle a été toujours partagée, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins 2 personnes ou 3 personnes qui ont réfléchi et pris la décision ensemble. Donc, ça, c'est un autre exemple qui est cité dans la littérature, qui vous permet de montrer que le secret, on va le partager, et ce qui permettra par la suite automatiquement qu'aucune personne ne peut effectivement réaliser, je dirais, la décision sans faire appel aux partenaires. Alors, on peut avoir aussi un autre type d'application, c'est particulièrement le mécanisme de vote. Donc, quand on a un vote aussi, c'est qu'à un moment donné, on peut, je dirais, avoir le mécanisme qui nous permet d'avoir le résultat de vote sans pour autant divulguer
son vote personnel. Donc, c'est un peu ce qui est en relation avec votre projet qui a été donné. Je rappelle que le délai de la première partie va s'épuiser à la fin avril, c'est ce qu'on a convenu. Et donc, la deuxième partie commencera juste après, ce qui voudra dire que vous êtes tenu de remettre votre rapport de la première partie à la fin avril, et ce qui vous permettra d'entamer la seconde partie qui utilise ce mécanisme de calcul multipartie et partage de secrets. Et donc, le principe, il est aussi utilisé dans le vote, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut partager, je dirais, la clé en général, les votes sont chiffrés, et on peut partager la clé de déchiffrement des votes entre plusieurs parties, ce qui permettra en général les gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule partie qui va déchiffrer pour pouvoir déclarer les résultats du vote, mais plusieurs parties qui peuvent collaborer, et comme ça tout le monde, c'est-à-dire que dans un système démocratique, même démocratique en général, aucune partie ne fait confiance à l'autre, et donc ce procédé permet justement d'avoir un système où tout le monde collabore pour pouvoir définir ou détecter les résultats qui seront, je dirais, avalisés par la suite par tout le monde, et donc on est sûr qu'aucune partie n'a triché au niveau du vote. Donc ça, c'était l'introduction pour le calcul multipartie et quelle est la motivation qui est derrière. Donc, on a donné différents exemples qui vous montrent qu'il y a une certaine utilité de la chose pour pouvoir, je dirais, utiliser des secrets qui sont partagés, et que ensemble, les différentes parties peuvent arriver à utiliser le secret en collaboration pour pouvoir arriver à l'information finale. Alors, voici un exemple simple qui vous montre un peu l'utilité de partage de secrets. On commencera par le partage de secrets. Ensuite, c'est grâce à ce partage de secrets qu'on va montrer la collaboration par la suite pour arriver au résultat. Donc, l'exemple, Alice qui possède un secret. Prenons un nombre S, par exemple, qui appartient à Zn. Puisque dans le chiffrement en général, toujours, on est dans l'arithmétique modulaire, et toutes les valeurs sont utilisées grâce à l'arithmétique modulaire. Donc, elle veut distribuer son secret aux trois parties, c'est-à-dire qu'il y a trois parties, P1, P2, P3. Alors, ce qu'elle va faire, Alice, pour pouvoir partager ce secret, donc la démarche, c'est la suivante. Donc, elle est décrite par l'algorithme qui est donné ici, composé de trois étapes. La première, elle va choisir deux valeurs aléatoires, R1, R2, donc qui appartiennent à Zn. Donc vous voyez que les valeurs, c'est 0, 1 jusqu'à Zp plutôt, puisqu'on va prendre les valeurs de 1 jusqu'à P-1. Donc, en général, on utilise toujours dans l'arithmétique modulaire des nombres premiers, ça veut dire que P, c'est un nombre premier. Donc, une fois qu'elle a choisi R1 et R2, elle va calculer R3. Donc, regardez, R3, c'est quoi? C'est S moins R1 moins R2 modulo P. Donc, d'une manière implicite, ce que vous regardez, c'est S, c'est quoi? Si vous essayez de changer juste l'équation, S, c'est égal à R1 plus R2 plus R3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que S, on peut le retrouver si on fait la somme de R1, R2 et R3. Alors, dans l'étape suivante, Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner ces valeurs, elle va distribuer ces valeurs aux différentes parties qui sont P1, P2, P3. Donc, regardez ce qu'elle donne à P1. Elle va lui donner les valeurs R2 et R3. Et à P2, elle va lui donner R1 et R3. Et à P3, elle va lui donner les valeurs de R1 et R2. Donc, ici,
R1, R2 et R3, c'est les moyens qui ont permis le partage du secret. Et donc, si on voit les choses, on peut dire que R1, R2, R3, c'est ce qu'on appelle en littérature les valeurs de partage du secret, puisque tout le secret est fondé sur R1, R2 et R3. Donc, si vous prenez les trois valeurs, il suffit de faire leur somme, vous obtenez le secret. Et donc, c'est dans ce procédé-là, vous remarquez que aucune des parties ne possède le secret en entier. Donc, chaque partie, elle possède une partie du secret. Donc, si vous prenez P1, si elle fait la somme de R2 et R3, elle ne peut pas connaître le secret d'une manière symétrique pour les autres parties. Ça va de soi. Et par contre, si vous prenez deux parties quelconques, donc là, vous avez P1, P2, P3, donc tu peux avoir une combinaison de ces parties, c'est-à-dire P1 avec P2, ou bien P1 avec P3, ou bien P2 avec P3. Chaque sous-ensemble, il peut reconstituer le secret. Parce que si vous prenez ici P1 et P2, regardez, donc si vous prenez P1 et P2, les deux peuvent reconstituer le secret. Pourquoi? Parce que P1 et P2 possèdent, quand on prend les deux parties ensemble, vous allez voir qu'ils ont tous les éléments du secret. C'est-à-dire qu'on va retrouver R1, R2 et R3. Ce qui veut dire qu'on a tous les éléments du secret. Et donc, on peut reconstituer le secret. Et donc, une règle qu'on peut trouver ici, c'est qu'une partie seule ne peut jamais retrouver le secret. Donc là, si vous regardez, effectivement, aucune partie ne peut reconstituer le secret. Pourquoi? Parce que si vous voyez chaque partie, il lui manque un élément du secret. Et donc, elle ne peut pas reconstituer le secret. Alors, ça, c'est, à travers cet exemple-là, c'est le schéma de partage de secret. Donc là, ce qui est connu dans la littérature, le SS3, c'est-à-dire que c'est le schéma de partage de secret. Alors, l'idée du schéma de partage de secret, on a pris un exemple simple avec Alice et trois parties. En général, on peut modéliser ce problème d'une manière globale. Donc, ce que vous avez un donneur D qui possède le secret et il va partager son secret pour N parties. Donc, automatiquement, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il va partager son secret pour N parties. Et par la suite, dans ce schéma de partage de secret, ça veut dire on se fixe des conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est de dire que tout sous-ensemble de T plus 1 parties peut reconstruire le secret. Mais tout sous-ensemble inférieur ou égal à T parties ne peut pas reconstituer le secret. Et donc ça, c'est le schéma de partage de secret qui est basé sur ces principes-là. Donc là, si on revient un peu à l'exemple de Alice, T est égal à quoi? Si vous avez suivi. Donc T, c'est 1. Parce que dans l'exemple précédent, on avait dit qu'une partie seule ne peut pas reconstituer le cerveau. Ça veut dire quoi? On a fixé le nombre de parties qui peuvent reconstituer le secret. Et donc là, dans l'exemple de Alice, c'était d'avoir T est égal à 1. Par contre, T plus 1, on a trouvé que c'était 2. Ça veut dire qu'on s'est dit que chaque deux parties peuvent reconstituer le secret. Et donc ça, c'est ce T-là, c'est ce qu'on appelle en littérature le seuil, je dirais, de partage ou le seuil de reconstituer le secret. Donc ça, c'est la condition qui est fixée dans le partage de secret, c'est qu'à un moment donné, on définit le seuil, et donc, à vrai dire, à travers ce seuil, on va fixer quelles sont les parties ensemble qui peuvent
reconstituer le secret. Tout à l'heure, par exemple, j'ai cité l'exemple du président et de vice-président. On peut fixer le seuil à 2, comme on peut le fixer, par exemple, à 3, pour dire qu'au minimum, il faudrait qu'il y ait 3 personnes. Et donc là, dans le schéma, tu peux définir a priori, vous allez voir par la suite comment on arrive à définir ce seuil d'une manière implicite. Alors, d'une manière, je dirais, résumée, c'est, on avait dit que ces parties-là, donc on va définir le seuil qui permet de reconstituer le secret. Donc, et en général, une seule partie, quand on admet le partage, c'est sûr automatique qu'une seule partie elle-même ne peut pas reconstituer le secret. Ensuite, on peut citer si je dis que K parties peuvent reconstituer le secret, là, ça veut dire que K-1 ne peut pas, je dirais, reconstituer le secret. Et ce cas qui est défini, c'est ce qu'on appelle en littérature le seuil de reconstitution, ou bien en anglais, c'est le threshold, donc ce qui permet de donner quelle est la barre à partir de laquelle on peut reconstituer le secret et quelle est la barre à partir de laquelle on ne peut pas reconstituer le secret. Et donc ça, c'est tout schéma de partage de secret doit être basé sur ces éléments-là. C'est qu'il y a un mécanisme de distribution et on définit les n parties. Et il y a aussi une condition qui permet de définir quel est le seuil à partir duquel on peut reconstituer le secret. Et d'une manière implicite, à partir, c'est-à-dire en dessous de ce seuil, on ne peut pas reconstituer le secret. Ce qui veut dire d'une manière implicite, c'est le seuil minimal, c'est quoi? C'est 1. Et donc là, une seule partie à elle-même ne peut jamais reconstituer le secret. Alors voici la démarche pour vous montrer comment justement mettre en œuvre cette situation. On va revenir un peu je dirais à l'arithmétique modulaire et aux mathématiques d'une manière générale. On avait dit que toute la cryptographie se base d'un point de vue théorique sur les mathématiques et automatiquement il y a les propriétés mathématiques qui nous permettent par la suite de mettre en œuvre des services informatiques en utilisant la cryptographie. Alors, ici, ce qu'on va mettre, prenez par exemple ce qui est dessiné ici sur un repère orthonormé. Vous avez une droite qui est dessinée. La droite, c'est 8 moins 2x. Donc, vous voyez que cette droite, ce qui permet d'avoir f de x quand x vaut 4, ça vaut 0. Donc, vous voyez bien que par ce schéma-là, donc vous avez ce point x égale à 4, donc f de x égale à 0. Et d'une manière inverse, vous avez aussi, quand x vaut 0, f de x vaut 8. Et donc, elle passe par ces deux points-là. Donc, ça, c'est la droite qu'on arrive à dessiner d'une manière mathématique en utilisant des fonctions linéaires. Alors, bien entendu, dans cette même droite, donc si je prends cette droite, vous prenez un point ici quelconque de la droite et on peut se poser la question, combien de droites passent par ce point? Donc là, vous voyez que vous avez automatiquement un nombre infini de droites que vous pouvez dessiner à partir de ce point-là. On a pris une droite et ensuite on a pris un point. Vous pouvez dessiner une infinité de droites qui passent par ce point-là. Et de la même manière, quand on pose la question, quelle est la valeur de f0, ben, la valeur de f0, elle est quelconque. Tout dépend de la droite que vous avez choisie. Donc, à chaque fois que vous changez la droite,
la valeur de f0, elle va changer, ce qui est tout à fait logique. Alors, pour essayer de, je dirais, de cadrer les choses, on va passer à des conditions plus précises. Donc, toujours en gardant à l'esprit ce schéma de partage, on va faire autant avec justement ces droites. Donc, si je prends une droite comme ça, ici je vous dis que combien de droites passent par ces deux points. Donc, vous allez choisir deux points sur votre repère. Et si je vous dis quel est le nombre de lignes qui passent par ces deux points, là aussi, on revient aux mathématiques. Ça, on sait qu'entre deux points, il ne se passe qu'une seule droite qui peut passer par ces deux points. Donc, impossible de tracer d'autres droites qui passent par ces deux points. Et bien entendu, si on pose la question suivante, quelle est la valeur de f0? Ben, tout simplement, vous avez une valeur précise. Pourquoi? Parce que vous avez une seule droite, et cette droite-là, quand vous faites, elle passe par les deux points, et donc quand vous faites l'extrapolation de ce segment de droite, vous allez trouver un point qui passe par l'axe des Y, c'est-à-dire pour trouver la valeur de f0. Et donc là, vous voyez, ce raisonnement-là, c'est ce qui vous mène un peu au schéma de partage. Ça veut dire que je veux partager entre des parties. Ici, c'est l'exemple le plus simple. Ce que j'ai mis deux points. Ça veut dire, dans mon esprit, c'est comme si j'ai deux parties. Donc, j'ai deux parties, je veux partager le secret entre ces deux parties. À vrai dire, si vous avez suivi un peu ce raisonnement, à votre avis, quel serait le secret? Si vous suivez ce raisonnement, donc le secret, ça va être f0. Pourquoi? Parce que les deux parties ne connaissent pas a priori f0. Et donc le secret, ça va être le f0 qui sera utilisé. OK. Donc, ici, ce qui nous permettra d'avancer un peu dans notre raisonnement. Donc, en résumant ce qui a été dit, c'est que quand il y a un seul point, il y a une infinité de droites, et donc f0, ça peut être n'importe quelle valeur, mais à partir de deux points, c'est pas deux droites, mais deux points, ici, donc à partir de deux points, il ne peut passer qu'une seule ligne, et la valeur de f0, elle va être une valeur unique. Et donc ici, le principe de partage de secret. Donc, si vous prenez que Alice, je prends l'exemple de tout à l'heure, Alice qui a un secret, elle veut le partager entre Bob et Charlie. Donc, la valeur secrète, c'est quoi? C'est 6. Et donc, Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, tout simplement, elle va tracer une droite qui, donc une droite secrète F, et donc l'équation de F qui passe par la valeur 6, c'est-à-dire f de 0 égale à 6. Et par la suite, Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, tout simplement, dans la droite qu'elle a déjà tracée, elle va fixer deux points donc, qui vont être fournis à Charlie et Bob. Et c'est un peu, si vous vous rappelez, l'algorithme dès le départ, puisqu'elle choisit R1, donc les deux points R1 et R2 d'une manière aléatoire. Ici, c'est la même chose, elle va choisir deux points aléatoires dans la droite qu'elle vient de définir, et elle va les donner à, je dirais, à Bob et Charlie. Donc, toujours avec ce même raisonnement, regardez. Donc, elle peut distribuer le secret pour deux personnes, comme elle peut décider de distribuer je dirais, le secret à trois personnes, etc. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est que Alice, elle va donner des points de la droite, mais elle ne donne pas le point F0, parce que F0, c'est le secret.
Donc, elle va le garder chez elle. Et donc, par la suite, en donnant ici l'exemple de 3 points, donc vous avez un partage de secret entre 3 parties. Et bien entendu, là, les 3 parties qu'elle peut, auxquelles elle va distribuer le secret, dans ce cas précis, quelle est la valeur du seuil de partage? Ben, mathématiquement, on pourrait trouver ce seuil automatiquement. Le seuil, c'est quoi? C'est 2. Pourquoi? Parce que mathématiquement, si j'ai 2 points de la droite, je peux tracer la droite et par la suite, je peux trouver le secret. Et donc ici, avec ce schéma-là, j'arrive à réaliser un seuil de partage et je peux par la suite automatiquement les parties qui possèdent des parties de ce secret peuvent collaborer entre elles pour pouvoir définir automatiquement le secret, bien entendu, en collaborant entre elles. C'est-à-dire que ces parties-là vont collaborer entre elles, elles peuvent par la suite réaliser le secret suite à un calcul, je dirais, multipartie. C'est-à-dire que ces parties-là vont faire chacun de son côté va faire un calcul et à la suite d'échanges, automatiquement, ils peuvent aboutir à avoir le secret qui est partagé par Alice. Et donc, dans ce cas-là, la conclusion finale, chaque binôme est capable de le faire, c'est-à-dire de pouvoir trouver le secret. Et donc ça, on a utilisé une partie des mathématiques, ce qui nous permet à Alice de pouvoir choisir son secret et de pouvoir par la suite distribuer des parties de son secret. Donc là, son secret, c'était quoi? C'était la valeur de la droite qui passe par un certain point F0. Donc la droite est définie par F de X, et F0, à vrai dire, décrit le secret. Et ensuite, le partage de secret peut se faire grâce à des points qui appartiennent à la droite. Et du coup, par la suite, ça c'est grâce aux propriétés mathématiques qui nous permettent effectivement de réaliser de ce partage. Et on sait que par la suite, je peux reconstituer mon partage. Il suffit d'avoir de la collaboration. Et ça, on sait qu'il y a un seuil. C'est le seuil qui est fixé par les propriétés mathématiques de la droite. C'est que 2 points de la droite, tu peux reconstituer l'équation de la droite. Et donc là, et par la suite, tu peux avoir la valeur de F0, c'est-à-dire que le secret qui a été admis par Alice. Alors maintenant, si je veux que ce seuil soit au-dessus de 0, c'est-à-dire que je veux partager l'information, mais je ne veux pas qu'il y ait 2 personnes, par exemple, si je prends l'exemple de tout à l'heure des États-Unis, pour dire que je ne veux pas qu'il y ait uniquement 2 personnes qui prennent la décision. Il faudrait qu'il y ait au moins 3 personnes qui prennent la décision. Cette démarche-là, elle ne peut pas satisfaire ma condition. Pourquoi? Parce que la droite, elle a des propriétés mathématiques qui font que, à partir de 2 points, je peux reconstituer la droite. Et donc la moralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite ne peut pas être utilisée si on veut faire un partage, avoir un seuil de partage pour reconstituer le secret qui est, je dirais, supérieur à 2. Parce que la droite, elle n'admet que, d'après ses propriétés, uniquement 2 valeurs, tu peux reconstituer ta droite et donc, par la suite, découvrir le secret. Alors, ça veut dire que toujours, avec la même démarche, c'est que on peut chercher ailleurs. Ça veut dire que là, si je veux un partage qui dépasse le seuil de 2, je ne dois pas utiliser la droite, mais je dois utiliser, je dirais, un autre procédé
qui permet d'aboutir à cette condition.